Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de votre émission ce soir, assurance et droits du consommateur. Lundi, le président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, l'ACAPS, a présenté devant le chef du gouvernement le rapport annuel d'un secteur clé dans l'économie de tout pays, les assurances et la prévoyance sociale. Et ce sera du premier qu'il s'agira en première partie d'émission. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 8,5%, le secteur s'est bien porté en 2019 et le Maroc conserve ainsi la deuxième position dans son continent. D'ailleurs, Saadine Othmani a salué dans la foulée la contribution importante des transactions des assurances au financement de l'économie. Soit. Mais qu'en est-il du taux de pénétration ou encore de la situation des intermédiaires pendant ces temps difficiles? Le représentant de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Alahdine Haji, répondra à nos questions. Et en seconde partie de votre émission, le nouveau représentant des consommateurs au Maroc, Madi Houadi, sera avec nous. L'occasion de partager avec nous les grandes lignes de sa stratégie pour mieux protéger les droits des consommateurs marocains. Et là, il sera question de cadre juridique, mais pas que. Pour en savoir plus, restez avec nous. Bienvenue. Et tout d'abord, retour sur les principales tendances qui ressortent du rapport de l'ACAPS sur le secteur des assurances et de la prévoyance sociale, et ce sera en compagnie de Ala Benani. Le secteur de l'assurance au Maroc affiche des chiffres rassurants. Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 46,7 milliards de dirhams en 2019, le secteur a enregistré une bonne performance en augmentation de 8,4% par rapport à 2018. Un indicateur qui a d'ailleurs permis au Royaume de conserver la deuxième place à l'échelle du continent africain et la troisième place dans le monde arabe. Le rapport de l'ACAPS, Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, a souligné le rôle pionnier des secteurs de l'assurance et de la prévoyance sociale dans le Royaume en termes de couverture des particuliers, des institutions et des biens contre tout risque. D'ailleurs, les institutions opérant dans ces deux secteurs gèrent pas moins de 516 milliards de dirhams d'actifs. Dans ce cadre, il convient de noter que l'assurance vie a occupé la première place, soit 45,8% des assurances directes, tandis que les assurances automobiles s'élèvent à environ 49,4% parmi les autres assurances. En ce qui concerne le secteur de la prévoyance sociale, le rapport de l'autorité fait état d'une augmentation de 10% des cotisations en régime de retraite par rapport à 2018, ainsi qu'une hausse de près de 4,9% des bénéficiaires de la couverture médicale de base. Enfin, le rapport fait ressortir également une hausse du nombre des bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire au profit des étudiants qui sont passés de 74 000 bénéficiaires en 2018 à 232 000 en 2019. Et avec nous depuis Casablanca, le directeur adjoint de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Bonsoir Salahdine Haji. Bonsoir. Bonsoir madame. Et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Donc 2019, on vient de le suivre dans le papier avec ces chiffres. Un bon cru, selon vous, pour le secteur des assurances. Et surtout, quelles sont les branches qui se distinguent? En fait, moi, j'ai prévu, comme le 2019 a été déjà écoulé, je vous propose qu'on parle plus de l'année 2020. Allez-y. En fait, c'est une année qui est particulièrement difficile pour l'ensemble des secteurs d'activité et plus particulièrement pour le secteur des assurances, en espérant, Inch'Allah, que l'année 2021 soit une année excellente pour notre économie. Est-ce que... en tant que secteur essentiel pour notre économie, notre secteur a bien relevé le défi de mettre la continuité d'activité, d'assurer le maintien de la continuité d'activité tout en protégeant ses collaborateurs. Ça n'a pas été une chose aisée, ça a été challengeant pour les équipes parce qu'ils étaient amenés à traiter un nombre important de sollicitations, mais aussi à traiter des cas plus complexes. Au niveau financier, notre chiffre d'affaires à fin novembre 2020 a enregistré une progression de 2%, notamment parce que une grande partie des contrats entreprises ont été renouvelés avant le début de la crise.
Néanmoins, cette tendance, il faut la nuancer parce qu'il y a des branches qui risquent de subir des réajustements de primes, surtout ceux que la prime est calculée sur la base d'une masse salariale prévisionnelle, suite à la mise en chômage de quelques unités. Globalement, sur la partie pour le moment, on constate cette légère augmentation. Alors, je voudrais juste m'arrêter avec vous sur l'estimation des dégâts. Donc, on parle de cette année 2020. Bien sûr, ça a été une année dévastatrice pour nombre de secteurs. J'imagine que le secteur des assurances, malgré les 2% de hausse du chiffre d'affaires qui ont été enregistrés cette année, a également subi des dégâts. Est-ce que vous avez des estimations sur les dégâts subis, que ce soit par les assureurs ou encore les intermédiaires? En fait, sur les dégâts, je commence par parler d'un indicateur qui est très important pour nous, les assureurs. En fait, c'est le taux d'encaissement. On a constaté, c'est-à-dire que les primes rentrent difficilement suite aux difficultés rentrées par nos assurés. Donc, on a à peu près, à fin novembre, à peu près 25% des primes qui ne sont pas encore encaissées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore rentrées, ce qui représente plus de 5 milliards de dirhams, ce qui n'est pas neutre. D'un autre côté, sur la partie actif, nous avons, les entreprises d'assurance ont beaucoup souffert du repli du marché boursier, qui a enregistré à la fin de l'année une baisse de moins 7,27%, mais pendant des moments des périodes de l'année a enregistré une baisse de moins 26%. Donc ainsi, les plus-values latentes des entreprises d'assurance, ils ont baissé d'à peu près 10 milliards. Ça veut dire qu'on est passé d'un chiffre de 29,8 milliards au début d'année à 19,5 milliards à fin novembre, ce qui est colossal. Sur la partie sinistralité, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut attendre un petit peu l'arrêt des comptes à fin décembre pour pouvoir se prononcer d'une manière, on va dire, exhaustive. Mais une chose est sûre, donc un point important, donc on peut se réjouir quand même d'avoir un secteur avec des fondamentaux solides qui ont pu vraiment honorer leur engagement malgré les difficultés, comme je dis, de la gestion en télétravail et aussi de situations parfois très complexes à gérer de certains clients. Et c'est un secteur qui a continué à protéger ses assurés pendant le renouvellement. Très bien. Alors, je reviens à cette question d'impact, et notamment sur les intermédiaires. Il y a des mesures qui ont été prévues et adressées à ces opérateurs pendant la période de confinement, entre autres l'assouplissement des règles de recouvrement, pour ne citer que celle-ci. Qu'est-ce qui a été fait d'autre après cette période de confinement pour ces intermédiaires qui, rappelons-le, ont beaucoup souffert, vous le disiez vous-même, pendant cette période d'arrêt d'activité économique? Oui. Oui, bien sûr. En fait, les assureurs ont resté toujours attentifs aux difficultés qui rencontrent les réseaux d'intermédiaires, agents et courtiers. Ils ont proposé à plusieurs reprises des mesures de soutien. Donc, la première mesure concerne des prêts qui ont mis à la disposition des intermédiaires qui ont fait la demande, surtout pour les petites structures qui ont un chiffre d'affaires de moins de 1 million de dirhams. Et il y a eu aussi une deuxième mesure, c'est l'octroi d'un don pour les toutes petites structures d'intermédiation. Ça a concerné les 700 plus petits intermédiaires en termes de chiffre d'affaires. Donc les assureurs ont à plusieurs reprises entendu les demandes de ce secteur d'activité en fait pour les accompagner, pour les soutenir, parce que c'est leur réseau qui leur permet d'avoir le contact avec les clients. Oui, justement, mais cela dit, il y a eu quelques intermédiaires, notamment ces petits intermédiaires dont le chiffre d'affaires, comme vous le disiez, ne dépasse pas 1 million de dirhams, qui ont mis la clé sous la porte. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être pensé à accompagner aussi ces intermédiaires après cette période de confinement? Pardon.
En fait, l'accompagnement, comme je viens de le dire, il y a, comme vous le constatez déjà, il y a une partie des primes qui n'a pas remonté chez les compagnies d'assurance. C'est vrai, des fois, c'est des clients qui n'ont pas payé, mais des fois, il y a aussi des primes qui ont passé par le réseau d'intermédiaires qui n'a pas remonté aux compagnies d'assurance. D'un autre côté, donc, il y a ces prêts qui sont là pour aider ces intermédiaires à dépasser cette période difficile. Il y a prêt, il y a aussi le don. Ce sont des mesures, mais pour certains cas, peut-être que c'est difficile pour eux, mais je vois mal faire plus que ce type de mesures. Je vais terminer avec vous, avec cette réflexion faite par le chef du gouvernement donc lundi, qui a salué la contribution importante des transactions des assurances au financement de l'économie. Selon vous, Salahdine Haji, comment ce secteur-là contribuerait-il à cette relance économique tant attendue par le Maroc ? En fait, on oublie toujours l'apport du secteur d'assurance dans le financement de l'économie nationale. En fait, notre cœur de métier, c'est l'assurance, mais on est un des investisseurs de premier plan dans l'économie nationale avec plus de 170 milliards investis dans notre économie. Donc, ce qui est important. Donc, par la force des choses, donc on investit dans l'économie, on continuera à le faire, parce que notre activité elle exige. Mais ce financement de l'économie, il se fait en respectant certains préalables, c'est la sécurité des investissements. Parce que ce qu'on investit, c'est l'argent de nos assurés. Il y a la liquidité, c'est-à-dire on a besoin d'avoir quand même des actifs qu'on peut liquider au moment voulu pour honorer nos engagements. Et deuxièmement et troisièmement, c'est le rendement. On a besoin d'avoir des actifs qui donnent une rentabilité satisfaisante pour donner une rentabilité à nos clients en termes d'épargne. Donc c'est quelque chose que nous faisons et qu'on continuera à le faire. Très bien, merci beaucoup Salahdine Haji, directeur adjoint de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Et consommation toujours en cette seconde partie, mais beaucoup plus globalement. Les tribunaux de première instance sont désormais les seuls à traiter les litiges entre les consommateurs et les fournisseurs. Objectif annoncé, plus de proximité et l'amélioration de la protection du consommateur marocain. C'est un sujet signé à Labnani. Le législateur vient de lever une grande ambiguïté dans la loi 3108 sur la protection du consommateur. Il s'agit de l'article 202 relatif à la juridiction compétente en matière de litiges entre consommateurs et fournisseurs. Les litiges avec les fournisseurs seront désormais portés devant les tribunaux de première instance, ouverts dans la majorité des centres urbains du royaume. Ainsi, la proximité des tribunaux de première instance facilitera beaucoup plus la tâche aux consommateurs. La loi 3108 ne permettait pas de déterminer exactement la juridiction compétente, se limitant à fixer la compétence territoriale, mais éludant la compétence matérielle, domaine dans lequel un juge peut intervenir. Le texte modifié tranche ainsi sur les deux questions, territoriales et matérielles. La modification tant attendue de cette loi est considérée comme une bonne avancée d'après Wadi Ahmedih, le nouveau patron de la Fédération nationale des associations du consommateur. Ce dernier estime que beaucoup de choses restent à revoir dans la dite loi 3108, dont la mise en place d'un office de contrôle. Il est justement avec nous, ce nouveau président de la Fédération nationale des associations du consommateur, la FNAC. Bonsoir Madih Wadi et félicitations pour votre élection à la tête de cette fédération. Merci et bonsoir à vous. Merci de m'avoir invité avec vous. Donc on vient de le suivre dans le papier, les tribunaux de commerce ne statueront plus dans les litiges entre les consommateurs et les fournisseurs. Est-ce une bonne chose de votre perspective ?
Bien sûr, c'est une très bonne chose puisque le législateur, donc au moment de la mise en place et de la création de la loi 3108, donc il visait la proximité des actions en justice. Malheureusement, donc l'article 202 ne prévoyait pas donc exactement les tribunaux de justice qui sont vraiment compétents, donc sachant très bien que parmi les tribunaux de justice, donc il y en a ceux du commerce. Et comme vous le savez, au niveau du Maroc, donc il y en a 8 tribunaux du commerce au Maroc, et cela n'est pas assez suffisant pour pouvoir justement avoir une proximité du tribunal auprès du consommateur. Très bien. Pour nous rapprocher peut-être davantage de la nature de ces litiges, quelle est la nature des litiges les plus fréquents, Madih Ouadia? Alors, vous savez que les problèmes chez le consommateur, donc il y en a pas mal de problèmes qui surgissent donc au niveau des guichets des consommateurs. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'arriver aux tribunaux, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Et généralement, ce que nous rencontrons comme litiges vraiment délicats et qui ne peuvent pas être résolus à l'amiable, il y en a ceux du secteur financier. Il y en a aussi ceux de l'immobilier. Donc, ce sont généralement les grands axes ou les grands secteurs qui demandent effectivement une intervention judiciaire donc à ce niveau-là. Quand vous dites financier, cela implique les banques et les assurances également? Parce qu'on a suivi une première partie avec les assurances. Je vise effectivement, j'insinue effectivement le secteur bancaire, le secteur des assurances et surtout le secteur des sociétés de financement parce que donc généralement il y a un problème au niveau des consommateurs et ce secteur-là, donc le secteur financier. Et parfois, donc, je dirais même pas parfois, mais généralement, ces litiges, donc, on ne trouve pas de solution à l'amiable, malgré qu'il y a un secteur, il y a un service de médiation où il y a le médiateur lui-même qui essaie de trouver des solutions à l'amiable entre les deux parties. Malheureusement, donc, il y en a certains litiges qui aboutissent aux tribunaux. Donc, et ça, c'est effectivement le secteur principalement concerné. Je crois que pendant cette période du Covid, donc, il y a aussi un autre problème qui normalement, on est en train de constater. Il est en train de venir. Ce sont les problèmes donc, des compagnies aériennes avec les consommateurs. Donc, comme vous le savez, donc, il y avait une loi, la loi 2030, qui est venue justement trouver une solution au problème du secteur du tourisme, mais malheureusement les compagnies d'assurance, les compagnies plutôt aériennes ne réagissent pas aux doléances des consommateurs et ne réagissent pas à l'application aussi de la récente loi, ce qui nous oblige effectivement à demander aux consommateurs de se diriger vers la justice. Avant de parler du cadre légal ou de loi que vous venez d'évoquer, Madih Ouadia, on ne peut pas évoquer bien sûr les droits du consommateur sans parler de la liberté des prix. Quelles en sont les limites selon vous de cette liberté des prix? Alors, vous savez que le Maroc, depuis très longtemps, donc depuis la mise en place de la loi de la concurrence, la loi 06/99, le Maroc prônait, disons, une liberté économique, donc une liberté d'échange, une liberté du commerce. Et du coup, donc, nous sommes, disons, dans une situation où le prix est libre à la concurrence et ce qui réglemente ou ce qui régule, si on veut dire, le prix au niveau national, c'est l'offre et la demande. Malgré que il y a la loi, donc il y a aussi la loi la loi 06/99 qui est changée donc en appliquant la loi 104/12.
il y a une partie dans cette loi qui définit effectivement certains prix et qui fixe les prix. Ce sont les prix qui sont subventionnés par l'État. Et une autre partie qui réglemente le secteur de la concurrence donc, et la concurrence loyale à travers justement la mise en place de certaines mesures et certaines procédures. Je dirais que au niveau des prix, donc, les prix répondent à cette exigence-là. Mais maintenant, donc, si on veut vraiment un équilibre sur le marché, donc, il faudrait utiliser ou mettre en place tous les outils qui doivent défendre toutes les parties et notamment le consommateur. Et j'insinue par là le rôle du Conseil de la concurrence dans l'observation du jeu de la concurrence sur le marché et le respect aussi des dispositions de la loi de la protection du consommateur. Malheureusement, donc, selon le constat que nous avons, et ça fait depuis maintenant une dizaine d'années que la loi est mise en place, il y a encore beaucoup de choses à faire, surtout sur le plan administratif, sur le plan de contrôle, sur le plan de l'implication aussi du consommateur lui-même dans la mesure où il est le principal acteur dans cette situation-là et il peut aussi faire jouer la concurrence en mettant en concurrence est-ce que vous pensez, Madih Ouadir, est-ce que vous pensez que le consommateur marocain est suffisamment protégé? Donc vous le disiez qu'il y a des choses à faire, mais de manière culturelle, selon vous, le Marocain est-il averti, suffisamment averti? Est-il un consommateur averti? Alors, vous savez que la consommation, ce n'est pas un geste qu'on peut faire banalement. La consommation, c'est une culture. Le consumérisme en lui-même, c'est quelque chose qu'on doit adopter et qu'on doit étudier et qu'on doit avoir dès la naissance de l'être humain. Donc, pour qu'on puisse quand même avoir un consommateur qui est acteur, qui participe et qui contribue au développement national et le développement économique du pays, mais il faudrait qu'il soit quand même un consommateur responsable. Et il faut dire que depuis la mise en place des associations de consommateurs, et ça fait quand même depuis 2000 que les mouvements consuméristes militent pour une amélioration de la qualité de vie du consommateur, mais il faudrait dire qu'effectivement, il y a une petite amélioration du consommateur. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais quand même, il y a quand même une amélioration. Donc, si on va pouvoir comparer le consommateur de 2000, ce n'est pas le consommateur de 2020. Il commence à comprendre, donc il commence à connaître aussi ses droits et ses obligations. Alors justement, Madih Ouadir, vous venez d'être porté à la tête de cette fédération qui représente ces associations du consommateur. Comment comptez-vous remédier justement à ces manques qu'il y a, notamment en termes de communication déjà, pour que le consommateur connaisse ses droits, comme vous le disiez si bien, mais aussi ses devoirs, et aussi mieux lutter pour les droits de ce consommateur marocain qui, rappelons-le, participe aussi à la relance et en tout cas à la croissance nationale via bien sûr la consommation qui est un des moteurs de notre croissance. C'est vrai que le consommateur participe et je ne dirais pas aussi, mais je dirais il participe parce qu'il est l'acteur principal effectivement d'un développement économique et notamment donc dès notre mise en place de notre stratégie pendant la première, disons, mon premier mandat de 2021 à 2024, nous essayerons quand même de travailler sur 5 axes qui sont, à notre sens, des axes principaux. Donc, notamment dans l'organisation du mouvement consumériste, à savoir mettre en place une stratégie régionale et développer le secteur, développer le mouvement consumériste, développer les associations et le soutien des consommateurs. Donc,
être de plus en plus à proximité de des consommateurs marocains, à privilégier aussi le travail du guichet consommateur qui est l'outil principal pour pouvoir aider le consommateur à trouver des solutions, être conseillé, orienté ou régler ses litiges. Il faudrait aussi travailler sur l'axe qui est très important, donc l'axe d'expertise qui va donner un plus et une valeur ajoutée au mouvement consumériste, et il va donner aussi une valeur ajoutée aux consommateurs et au choix du consommateur de ces produits-là. Et bien entendu, donc, il y a aussi les relations publiques, la communication et le financement. Ce sont des axes aussi qu'on va devoir justement mettre en place, explorer et travailler pour pouvoir aider le consommateur, le faire sortir d'une situation qui, ma foi, est une situation de consommateur, disons, pas, je dirais pas acteur, mais un consommateur qui doit comprendre ses obligations et qui doit comprendre aussi ses droits. Merci beaucoup. Merci Madih Ouadia, président de la Fédération nationale des associations du consommateur, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée.